Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Avec mon invité, nous allons parler de politique fédérale, aussi de l'avenir de son parti et également de son avenir à elle aussi, et des élections partielles qui ont eu lieu hier parce que nous enregistrons aujourd'hui le 26 février. Donc hier, il y avait des élections partielles dans 3 comtés au Canada, Colombie-Britannique, Ontario et au Québec. Alors, mon invité, la députée du NPD dans Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Mme Moore, bonsoir. Bonsoir. Mme Moore, merci de participer à cette émission. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Puis, ça fait vraiment, j'en entends parler, puis beaucoup. Et puis, les gens aiment la politique, peut-être plus qu'on pense, probablement. Ben, je crois aussi que c'est l'approche à la politique. Je pense que les gens aiment s'en faire parler d'une manière qui est franche, qui est directe, qui est pas trop censurée. Donc, quand il y a quelqu'un qui va dans ce sens-là, je pense que ça devient plus intéressant Et voilà, aussi. Exactement. Madame Moore, on sait qu'hier, il y a eu des élections partielles, le 25 février, parce que nous enregistrons, comme je le disais tantôt, le 26 février. Il y a eu des élections partielles dans Burnaby Sud, dans Outremont, puis dans York-Simcoe. 3 comtés que tout le monde voulait avoir, c'est sûr. Mais je pense que celui qu'on a le plus surveillé, c'était celui de Burnaby Sud, parce que c'était le chef du NPD qui s'y présentait, qui n'était pas son comté du tout. C'est même pas, je crois, son coin où il demeure. Non, parce que M. Singh était député provincial auparavant dans le coin de Brampton. D'ailleurs, Son frère a remporté son ancien comté. Donc, actuellement, l'ancien comté de M. Singh est représenté par son frère. Et lui, ben, il a décidé de déménager à Burnaby South avec sa nouvelle épouse. Et maintenant, ils sont domiciliés en Colombie-Britannique. Alors, disons que c'était le comté que l'on surveillait beaucoup. Et chez nous, au Québec, dans Outremont, l'ancien comté de M. Mulcair, que l'on surveillait aussi. On va commencer avec celui de Burnaby Sud, M. Singh qui se présentait. Est-ce qu'on peut dire que M. Singh, qui a remporté la victoire, soit dit en passant, est-ce qu'on peut dire que M. Singh jouait sa carrière politique? Oui et non. C'est sûr que, comment je peux dire, il y aurait eu une réflexion à avoir s'il n'avait pas gagné, à savoir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on était quand même, on est quand même à 6 mois des élections, grosso modo. Donc, 21 octobre 2019. Effectivement. Donc, c'est sûr que on n'avait peut-être pas le luxe du temps, donc ça aurait pu influencer la décision. Mais c'est sûr que ça aurait été très difficile de rester en poste s'il n'avait pas été capable. Une défaite, c'est ça. Effectivement. Puis, mais là, on fait des si parce que ça n'est pas arrivé, mais juste pour extrapoler un peu, est-ce que à ce moment-là, il aurait été dans l'obligation au NPD d'aller vers une course à la chefferie? À ce moment-là aussi, M. Singh aurait pu demeurer en poste quand même. Dans le fond, il n'y avait aucune obligation de quitter au niveau du parti parce que la prochaine, ce qui décide si un chef demeure en place ou pas, c'est lorsqu'il y a un vote de confiance dans les congrès du parti, le prochain, et après l'élection de 2019, donc au congrès qu'il va avoir au printemps 2020. Au printemps 2020, Effectivement. À part s'il y avait un nombre impressionnant de membres qui avaient demandé sa démission. Sinon, c'est plus une question de contexte où est-ce que les chefs semblent qu'ils n'ont plus la légitimité d'être là, mais au niveau des politiques internes, si on peut dire, du parti, il reste que c'est le vote de confiance qui détermine si on reste là ou pas. Parce que dans ce comté-là, en 2015, c'était M. Kennedy Stewart du NPD qui avait remporté la victoire par 547 votes de majorité. Aujourd'hui, il est maire de Vancouver. Effectivement. Ce même monsieur.
Et M. Singh qui a remporté par, on va dire, près de 3000 voix, 2800 quelques, là, et des poussières, comme on dit. Est-ce qu'on peut dire que le NPD, avec cette élection partielle, est-ce qu'on peut dire que le NPD est bien en selle avec M. Singh à la tête du parti? Ben, je crois que, surtout en considérant qu'on est à 6 mois des élections, je crois que ça règle la question du leadership jusqu'aux prochaines élections. Je crois que, pour l'instant, on se rend compte que, il y en aura jusqu'aux élections. Je pense que ça clôt le débat. Oui, maintenant, la question, c'est de se tourner vers les politiques, vers les éléments de plateforme, vers, si on peut dire, une fois que la question du leadership est réglé, on rentre dans le comment on veut exercer ce leadership-là, et là, c'est la prochaine étape pour lui, c'est d'être présent à Ottawa, de vraiment être le chef, parce qu'il y avait M. Caron qui était notre chef parlementaire. Maintenant, c'est lui qui assume ces fonctions-là. Donc, mais comment va faire M. Singh pour... Je vais peut-être loin un peu là en disant ça, mais pour aller chercher beaucoup de votes au Québec. M. Singh, je dirais de parenthèse, n'est pas tellement connu. Il y a quand même 6 mois pour se faire connaître, pour aller à gauche, à droite, du nord au sud, aller dans le Québec complet. Il n'est pas énormément connu. Sa cote de popularité n'est pas énorme non plus. Comment il va faire? Parce que, comme vous l'avez si bien dit, on est à 6 mois là, d'une élection, et le château fort des NPD était le Québec en particulier. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher autant? Parce que actuellement, au moment où l'on se parle, là, les derniers sondages, je sais que vous allez me dire que les sondages, c'est une photo du moment, c'est vrai. Sauf que les derniers sondages, on donne environ 8% au NPD. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Ben, je crois que, puis je pense que c'est son intention, c'est de vraiment aller chercher l'expertise de ces députés. Les députés du Québec qui sont rentrés dans la vague de 2011 ont travaillé très fort, on a vécu des circonstances qui sont un peu inhabituelles, si on peut dire. On rentre en politique, notre chef décède quelques mois après. Ça a été c'est difficile, donc on a appris à travailler fort, mais ça le fait en sorte que on est devenu des députés pour la plupart très solides, impliqués dans leur milieu, et je pense que plus il va laisser, il va avoir un leadership de collaboration avec ses députés du Québec, plus on va réussir à se démarquer. Et je crois aussi que c'est son intention, c'est de vraiment nous faire confiance, les députés québécois, dans la préparation de l'élection et de ce que les Québécois demandent. Parce que quand on se rend compte, c'est vrai qu'en 2011, c'était la vague orange, la vague du bon vieux Jack, comme on l'a toujours rappelé. Jack est décédé, était remplacé par intérim par M. Mulcair. M. Mulcair, on lui a carrément montré la porte. Moi, j'en reviens pas encore. Et c'est depuis ce temps-là, ils vont me corriger si je suis dans l'erreur, mais c'est depuis ce temps-là, le jour où on a montré la porte à M. Mulcair, c'est depuis ce temps-là que le NPD s'en va en chute libre. Ben, c'est sûr qu'il y a eu des effets de plateau. Je crois aussi c'est que présentement, au point où est-ce qu'on en est, on peut juste remonter. Je crois pas qu'on a le plus bas. Mm-hmm. Ce qu'on voit aussi avec les résultats des partiels, c'est que des sondages nationaux, c'est très, très difficile à interpréter lorsqu'on va comté par comté, parce que si on prend les résultats, par exemple, les pourcentages nationaux avec l'élection partielle qu'il y a eu à Outremont, il y a plein de choses qui balancent pas. Les conservateurs sont au Québec autour de 20 à 25% dans les sondages nationaux. Pourtant, ils ont eu à peu près 5% du vote dans Outremont. Ils ont fini 5e derrière les libéraux, le NPD, le Parti vert, le Bloc. Exactement. Donc, les résultats nationaux sont très difficiles. Mais par contre,
je veux juste, parce que on va finir avec ça, là, on peut pas, parce que un sondage demeure un sondage, puis au Québec, on l'a vu l'an passé, qu'est-ce que ça a fait? Le sondage, tout le monde s'est trompé, là. Tout le monde, que je parle de l'élection du 1er octobre dernier. Sauf que, dans les intentions de vote, au début de février, quand on regarde, le Bloc, avec leur nouveau chef, M. Blanchette, était à 21% et le NPD était à 8% seulement. Il y a une pente énorme à monter. Sauf que lorsque on se met dans des contextes de course à 4, 5... On divise beaucoup dans ce moment-là. On divise beaucoup et ça va se jouer comté par comté. Et je crois que dans beaucoup de circonscriptions, les candidats vont y jouer pour beaucoup. Donc, présentement, à chaque fois que on parle, oui, tu sais, bon, peut-être que notre chef a de la difficulté, sauf que quand on demande aux gens, est-ce que vous aimez mieux M. Trudeau, puis ils disent, ah non, je suis pas capable. Donc, tu sais, finalement, on se rend compte qu'il n'y a aucun chef qui soulève les foules au Québec. C'est vrai. Et quand il n'y a aucun chef qui soulève les foules, ben souvent, on se retourne vers les candidats. C'est ça. Fait que c'est la popularité du candidat. À ce moment-là, beaucoup, oui. La popularité et aussi la crédibilité en matière de dévouement. Oui. Et, tu sais, les députés du NPD qui ont été élus en 2011, on a cassé beaucoup de sucre sur notre dos, mais on a montré qu'on était capable de travailler fort pour les gens. Quand on parle, par exemple, de Ruth Hélène qui, tu sais, Mme Brosseau. Brosseau, tu sais, qui s'était pas présentée dans cette circonscription, mais maintenant, elle est extrêmement appréciée. Le NPD a eu des coups durs à remonter, puis plusieurs ont remonté la pente, d'autres c'était plus difficile. Mais moi, il y a une question dans ça que j'aimerais vous poser, Mme Moore. 21 octobre. Est-ce que... Non, mais je sais que vous me voyez venir, mais je la garde pour tantôt, l'autre question. Le 21 octobre. Est-ce que M. Trudeau pourrait, je dis bien pourrait, déclencher des élections avant le 21 octobre? Parce que le 21 octobre, la date est là, mais elle n'est pas coulée dans le béton. Elle peut changer si le premier ministre veut. N'est-ce pas? C'est ça? Bien aussi, si je me trompe. Comment je peux dire, il irait à l'encontre de sa propre loi. Oui, exactement. Pas sa propre loi parce que c'est sous M. Harper, mais il y a la majorité à la Chambre des communes, donc il n'y a rien pour l'empêcher et il pourrait faire valoir certaines raisons organisationnelles pour le faire. Donc, même s'il l'a rejeté à plusieurs reprises, il reste aussi qu'il y a des gros dossiers qui s'en viennent pendant la campagne électorale. Oui, puis ce à quoi je veux en venir, Mme Moore, c'est qu'on veut étouffer l'affaire SNC-Lavalin. On veut pas le traîner jusqu'au 21 octobre parce que ça, même actuellement, ça fait très mal au gouvernement libéral, ça, on le sait. Ça fait mal à M. Trudeau, beaucoup, qui essaie, lui, de nous dire, entre parenthèses, c'est pas si grave que ça, mais c'est très, très, très grave. Et il y a un cas aussi qu'on a beaucoup moins parlé, mais qui s'en vient, c'est le procès de l'amiral Norman, qui était le vice-chef d'état-major, qui était le commandant de la marine canadienne. Et cette histoire-là aussi, il y a des documents que l'amiral demande au gouvernement libéral, que le gouvernement refuse de lui donner. Il y aurait Parce que ça pourrait trop impliquer différentes l'amiral aurait avantagé le chantier des Vises comparativement à Irving. On connaît les liens entre Dominique Leblanc, le ministre, et Irving. Donc, c'est une autre grosse histoire et qui, le procès aurait lieu en pleine campagne électorale. Et selon moi, ça va être assez catastrophique pour le Parti libéral aussi à ce moment-là. Puis on regarde aujourd'hui, puis le Parti libéral, on dit, voguerait allègrement vers une victoire, même majoritaire. Aujourd'hui, là. Mais l'affaire SNC-Lavalin, là, ça va sortir, là. On l'étouffe le plus possible, là. Madame Raybould, les derniers sondages nationaux ont fait passer les conservateurs devant les libéraux. Okay. Mais c'est sûr qu'il faut, pour les conservateurs, à cause de
leur avance dans les prairies. Il faut qu'ils soient, si on peut dire, 2-3 points au-dessus des libéraux pour être à peu près compétitifs. Ouais, pour être compétitif. Mais je pense que de plus en plus aussi, on va commencer à parler d'une possibilité d'un gouvernement minoritaire parce que ça fait plusieurs... il n'y a pas... depuis les 2 dernières années, les conservateurs et les libéraux se suivent de très proche dans les sondages. Donc, c'est une éventualité qu'il ne faut pas rejeter du revers de la main. Puis il y a M. Andrew Scheer, qui ne semble pas prendre avantage d'un peu la déconfiture du Parti libéral. Et je m'explique en disant ça, c'est que au moment où l'on se parle, le Parti libéral est dans l'eau chaude, pour ne pas dire autre chose, puis des conservateurs de M. Andrew Scheer ont de la misère à aller à l'encontre, même s'ils ont pris les devants là, dans les derniers sondages. Mais on voit que M. Scheer ne semble pas à l'aise. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est un style de leadership qui est très différent de M. Trudeau. C'est un style beaucoup moins éclatant, si on peut dire. Et différent des autres chefs déjà. Oui. Des partis conservateurs. Mais M. Scheer est très intelligent, il comprend bien la politique, il comprend bien la stratégie. Contrairement peut-être à M. Trudeau, où est-ce que le leadership ou la stratégie politique est beaucoup plus basée sur l'image. Et il reste aussi quand on regarde les conservateurs aller, ils cherchent beaucoup. Ils font énormément de recherches. Il y a énormément de questions au feuilleton qui sont déposées pour justement trouver un peu toutes les fonctionnements éthiquement un peu plus douteux du Parti libéral. Et je pense que le Parti libéral a de la difficulté à bien comprendre ou à travailler avec une opposition qui a ce style de stratégie-là. On va juste prendre deux minutes, pas plus, juste pour regarder les résultats de ces 3 comtés-là qui avaient des partiels dans Burnaby-Sud. NPD, 38,7 %, les libéraux, 26 %, conservateurs, 22 % et le Parti populaire de M. Maxime Bernier, 10,9 %. Est-ce qu'on est surpris de ça un peu? Oui et non. Je suis surprise en fonction de la candidate qui avait choisi dans le comté de Burnaby-South parce que c'est une candidate assez extrémiste en termes de ses positions, très pro-vie. Donc, je m'attendais pas à ce résultat-là. Maintenant, je connais pas non plus assez la candidate pour savoir son implication dans le milieu, à quel point elle est connue et que les gens l'apprécient. C'est sûr aussi que quand on y va avec le pourcentage de participation électorale qui est à peu près à 30 %, donc c'est à peu près toujours pareil dans une partielle. On dépasse rarement 30 %. Mais c'est ça. Est-ce qu'elle aurait été capable de maintenir un pourcentage similaire avec une participation, par exemple, autour de 60, ou le nombre de votes qu'elle a obtenu, c'est le maximum on va chercher avec un peu notre réseau de contacts, les gens qu'on connaît, les militants plus engagés. Une partielle puis une générale, c'est complètement... Effectivement. Ce n'est pas pareil du tout. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que c'est très aléatoire. Autant que dans ce comté-là, il a été cherché 10,9 %, autant que dans d'autres comtés comme York Simcoe, c'est famélique. Également, Outremont, le Parti libéral, le comté leur est revenu parce qu'il était là avant, avec 40,4 %. Le NPD, 28,2 %. Ça paraît gros, mais c'est une défaite pour le NPD, là, il faut le dire à ce moment-là. Oui. Mais il faut prendre, par exemple, en considération que c'est mis à part M. Mulcair, c'est le meilleur score jamais obtenu dans cette circonscription-là pour le NPD. Et même si Mme Sanchez était une excellente candidate, elle n'était pas connue comme M. Mulcair. M. Mulcair était un de nos candidats vedettes qui est rentré sur l'élection partielle. Oui. Puis, quand on regarde, moi, ce qui m'a surpris, je ne sais pas si ça vous a surprise, mais le Parti vert est allé chercher 13,2 % en 3e position devant le Bloc, devant le Parti conservateur et devant le Parti populaire du Canada. Est-ce que vous êtes surpris de ça?
C'est sûr, oui et non, parce que bon, j'avais quand même plusieurs amis qui travaillaient sur cette campagne-là, donc ils nous le disaient, là, que les Verts ressortaient beaucoup au niveau de la campagne, au niveau des sondages qu'ils faisaient. Donc, je m'y attendais. Il reste aussi que c'est le chef adjoint du Parti vert qui était candidat. Oui, donc, et tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, même si Elisabeth May va être de la partie pour les prochaines élections, il y a beaucoup de personnes qui se rendent bien compte qu'elle vieillit aussi, que ça va prendre quelqu'un pour la remplacer. Donc, Daniel Green est pas mal vu par plusieurs comme le potentiel chef remplaçant après Madame May. Et en terminant sur Outremont, quand je vous disais ici que le Parti conservateur avait de la misère aussi au Québec, on en a l'exemple ici. Dans Outremont, il est allé chercher 5,9 %. Cinquième position. Puis, le Parti populaire de M. Bernier, 1,5 %, c'est pas beaucoup. York Simcoe, c'était en Ontario. C'est un comté assez bleu. Oui. Fait que donc, il est revenu, il est resté au Parti conservateur. Suite à tout ça, vous me voyez venir. Est-ce qu'on peut parler de votre avenir ou si votre décision, est-ce qu'elle est prise? On sait que vous êtes enceinte actuellement. Est-ce que votre décision est prise ou bien non, si vous avez encore à y penser, parce que ça vient quand même assez vite, là, le mois d'octobre. Est-ce que votre décision est prise et vous ne la dites pas immédiatement ou bien non, si vous êtes en réflexion encore? Non, ma décision n'est pas prise parce que pour l'instant, une des questions qui reste sans réponse, c'est mon bébé qui s'en vient. Dans le fond, ce travail-là est pratiquement incompatible avec un enfant qui aurait des besoins spéciaux. Bien sûr, donc, je veux vraiment prendre le temps d'accoucher, de voir comment va ma fille et de voir aussi moi comment je vais suite à l'accouchement. Et après ça, je vais pouvoir aller de l'avant, mais il reste aussi que pour moi, ce serait ma 5e campagne électorale. C'est une circonscription que je connais bien. Oui. Je suis la députée en poste, donc je suis au courant des dossiers. C'est pas comme quelqu'un qui se lance comme candidat 3 mois avant l'élection et qui doit un peu refaire le tour de tous les dossiers à l'échelle nationale ou locale. Oui, parce qu'il faut dire quand même qu'ici, dans votre comté en particulier, il y a de gros dossiers. Puis, vous les menez très bien aussi, soit dit en passant. Mais merci beaucoup. Mais oui, effectivement, il y a des gros enjeux qui sont... puis, c'est des dossiers que, peu importe que je me représente ou pas, je vais continuer à les travailler jusqu'à l'élection. Donc, pour moi, il y a toute cette préparation-là au niveau de la connaissance des enjeux et de la connaissance des solutions potentielles qui est fait, peu importe quelle sera ma décision. Madame Moore, on ne peut pas faire cette émission-là sans parler du conflit entre le Parti libéral, Madame Raybould, Julie Wilson-Raybould, qui a été démis de ses fonctions de ministre de la Justice, qui est passée aux anciens combattants, même si je n'ai rien contre le ministère des anciens combattants, parce que sans eux autres, on n'aurait pas ce que nous avons aujourd'hui. Il faut bien le dire. J'ai une admiration sans borne pour eux autres. Mais sauf que c'est oui. Puis j'ai aussi, il faut le dire, c'est qu'est-ce qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'on veut cacher exactement? Parce que là, on empêche Mme Raybould, en tout cas pour l'instant. On lui met un peu des bâtons dans les roues. Elle, on dirait qu'elle voudrait parler. Parce qu'elle est une députée qui est très aimée. C'est une Amérindienne aussi qui prend soin des Amérindiens. Puis elle apporte beaucoup au gouvernement. Mais là, on lui a mis un museau. Comment tout ça, là, d'après vous, pourrait se terminer? Est-ce qu'un jour prochain,
elle aura libre cours de dire, moi, voici ma version. Comme elle a dit, moi, je veux donner ma version. Mais là, pour l'instant, elle ne la donne pas. De toute façon, on est le 26 de février. L'émission passe au début de mars, mais à venir à date, nous, là, en entrevue, elle n'a pas parlé encore. Mais moi, comment je peux dire, ce qui est complexe dans ce cas-là, c'est que en étant procureur général du Canada, elle tombait un peu l'avocate du gouvernement. Donc, dans le fond, elle est liée au secret professionnel sur différents dossiers sur lesquels le gouvernement l'a consulté. Et là, on parle beaucoup de SNC-Lavalin, mais elle a dû être consultée dans plusieurs autres dossiers où est-ce qu'il y a eu des particularités. Et il faut comprendre aussi qu'au niveau des démissions, dans le Parti libéral, dans des députés qui avaient une grande expérience, il y a eu d'autres démissions qui ont jamais été explorées tant que ça. Mais Scott Bryson est parti cet été en disant qu'il voulait passer plus de temps en famille, alors qu'il restait, il est toujours député libéral, mais il restait à peine 9 mois, grosso modo 1 an au mandat. Donc, on n'a jamais questionné ce départ-là. Pourtant, il est lié plusieurs font le lien avec le procès de l'amiral Norman. Il y a Madame Judy Foote qui a démissionné, qui a mentionné des problèmes de santé, mais peu après, elle a été nommée lieutenant-gouverneur de la province de Terre-Neuve. Et c'était la ministre responsable des achats. Donc, et c'était elle aussi, elle était impliquée au niveau du contrat de la devise. J'aime donc, beaucoup ce que vous dites, Madame Moore, parce que vous êtes là, en place. Nous, on est ici. On reçoit des brides sur nos fils de presse, mais vous, là, vous êtes dans le cœur de l'action. Est-ce que, mon Dieu, on me fait signe qu'il reste à peine 2 minutes, est-ce que vraiment, on a quoi à cacher de SNC-Lavalin, parce que c'est quand même beaucoup de personnes qui seraient touchées. Qu'est-ce qu'on a à cacher? Puis est-ce que bientôt, on va pouvoir voir le jour avant le 21 octobre? Vous avez 1 minute et demie environ. Je crois pas qu'on va réussir à avoir toute la vérité. On va demander une commission d'enquête? Il reste que la culture libérale du tout m'est dû, du je peux faire n'importe quoi, est toujours là et on l'a vu à plusieurs reprises sur plusieurs scandales. Le ministre Morneau qui a fait un projet de loi qui avantage sa compagnie, le premier ministre qui a été blâmé par le commissaire à l'éthique et qui fait comme si de rien n'était. On a eu plusieurs événements qui ont montré que cette culture-là a pas changé et que le Parti libéral se croit tout permis et ne se gêne pas pour... Je ne vais pas en mettre plein l'assiette, comme on dit, si on peut s'exprimer ainsi. On aurait eu beaucoup d'autres guides alimentaires canadiens, entre autres, que j'aurais aimé parler avec vous. La fameuse le gazoduc qui pourrait nous passer en plein visage ici, en Abitibi-Témiscamingue, qui ferait mal partout. On pourrait en parler en espérant que on va vous revoir comme futur député, probablement. De toute façon, j'ai toujours aimé faire des entrevues avec vous. Puis, une chose est certaine, peu importe la décision que vous allez prendre, parce que c'est pour bientôt, votre accouchement, je vous souhaite tout le bonheur et le succès possible. Merci. Puis, j'espère vous revoir durant la prochaine élection. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.